bienvenue à Bruxelles pour ce 292e numéro de la Faute à l'Europe. Les règles budgétaires européennes, les fameux 3% de déficit, 60% de dette publique maximum, avaient été suspendues à cause ou grâce, c'est selon, la pandémie. Eh bien, elles sont de retour, légèrement modifiées. Alors d'un côté, il y a ceux qui disent « mais c'est pas le moment de se serrer la ceinture, il faut investir dans la défense, quand on voit ce qui se passe à nos portes en Ukraine, il faut investir dans la transition verte pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut investir dans le social ». Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a ceux qui montrent les chiffres. La dette de la France a explosé avec les subventions massives et la politique du quoi qu'il en coûte. Ça allait à peu près tant que les taux d'intérêt étaient faibles, mais c'est plus le cas. L'an dernier, la France a dû payer 39 milliards d'euros d'intérêts de la dette. Et selon les prévisions, dans 3 ans, à cause de la hausse des taux, il faudra débourser 74 milliards juste pour payer les intérêts. Alors on parlait de défense, c'est un peu comme si la France donnait 20 porte-avions chaque année à ses créanciers. Alors c'est difficilement tenable. Bercy a annoncé qu'il faudrait trouver 10 milliards d'euros d'économies à faire cette année. Notre invité du jour se représente aux Européennes sous la bannière communiste. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Vous créez... C'est pas que la bannière communiste, il y a plusieurs partis de gauche, il y a plein de représentants du monde du travail, des syndicalistes. C'est une liste de rassemblement. Très bien. Voilà, je donc, précise. Emmanuel Morel, mais vous êtes communiste a priori. Pas du tout. Moi, j'ai toujours été un militant républicain et socialiste. Il se trouve que je suis en accord avec Desfontaines et Roussel sur les questions européennes et aussi les questions françaises. Voilà. Très bien. Donc déjà, ce point-là est clair. Voilà. Maintenant, on va parler des règles budgétaires. Est-ce que vous craignez, en un mot pour ouvrir l'émission, un retour de politique d'austérité en Europe ? Non seulement je le crains, mais on en prend le chemin. Et je trouve que une fois de plus, les dirigeants européens ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est un peu les docteurs Diafoirus du XXIe siècle. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes leçons. Il faut faire la saignée. Vous savez, vous vous souvenez, dans les pièces de Molière, dès que quelqu'un était malade, on lui faisait la saignée. Ça servait à rien, et à la fin, on meurt guéri. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que leur inconscient reprend le dessus en dépit de tout ce qu'on a traversé, le Covid, la nécessité d'investir, vous l'avez dit, la transition écologique, la crise sociale, non, il faut un retour à la logique d'austérité. Le problème, c'est que le risque majeur, outre l'appauvrissement du continent, c'est aussi le décrochage notamment de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique, je prends cet exemple. Et je comprends pas cette logique. On va la contester. Ça sera un des enjeux, je pense, de cette élection européenne. Les États-Unis d'Amérique qui, eux, investissent et envoient beaucoup de dollars dans leur économie. Avec nous également, en plateau, nos Gigi, Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante de l'Opinion, et Jean Quatremer, correspondant de Libération. En un mot, Jade, ce retour des règles budgétaires légèrement remaniées, c'est une bonne chose ou pas ? Je trouve que le mot austérité est un peu dévoyé parce que ce qui se passe, c'est pas du tout le retour à l'austérité, le retour aux règles d'avant-crise. C'est au contraire qu'il y a un nouveau consensus qui est de dire oui, il faut pouvoir dépenser plus quand c'est nécessaire. Il y a un consensus de on va dépenser plus dans la transition écologique, dans l'industrie verte, on va dépenser plus dans la défense. On a libéré complètement les aides d'État et ces nouvelles règles budgétaires permettent tous ces investissements. Elles disent, si jamais vous faites des réformes et que vous investissez dans ce qui est nécessaire, alors on n'applique pas les mêmes règles budgétaires qu'avant. Donc au contraire, moi je ne parlerai pas d'austérité, je dirais qu'on est dans un nouveau paradigme où on reconnaît que la dépense publique, quand elle est bien faite, elle est nécessaire. Voilà, Moi, je vois pas du tout le nouveau paradigme. On en reste à 3%, comme vous le disiez d'ailleurs très bien, 3% de déficit, 60% de dette, dans une période comme aujourd'hui. C'est pas parce qu'on introduit des éléments de flexibilité qui, en réalité, sont quand même pas très importants, que la logique, elle change. C'est la même logique et ça sera le même échec. Jean, vous pensez que c'est une bonne chose, ce retour en un mot, parce qu'on est toujours dans l'introduction de l'émission, là on s'emballe, mais allez-y. Je suis entre les deux, c'est-à-dire que je considère, hélas, que l'Europe est incapable de réfléchir à ce qu'elle veut et aux règles budgétaires. On est toujours dans les années 90, alors qu'aujourd'hui, en 2024, et on n'a pas changé. Je ne dis pas qu'il faut dépenser plus au niveau national, je dis qu'il faut dépenser plus au niveau européen, ce qui n'est pas la même chose. C'est poser la question du budget européen et arrêter de jouer avec le fouet sur les budgets nationaux. Voilà. Jean Quatremer qui est dans la mesure, je sens que ça va être une émission assez hors norme. On est dans les années 90, à écouter Emmanuel Morel, on est plutôt dans les années 1590, en tout cas sur le plan médical. Que trouve-t-on dans l'accord politique sur le retour des règles budgétaires ? Décryptage avec Thibaut Maillet du Bureau européen de France Télévisions.
Assurer le sérieux budgétaire tout en investissant, contenter les Français et les Allemands, assouplir les règles en maintenant un cadre strict, c'est peu dire que les négociations ont abouti dans la douleur. Dans le viseur, il y avait des critères vieux de 30 ans, vous les connaissez, 3% de déficit maximum et pour l'endettement, pas plus de 60% du PIB. Dans la pratique, les règles n'étaient pas vraiment respectées et les sanctions prévues ne sont jamais tombées. L'endettement européen est aujourd'hui de 83% du PIB avec de grosses disparités. 6 pays sont endettés au-delà de 100% de leur PIB, parmi lesquels la France ou encore l'Espagne est en tête du classement, la Grèce. Pour trouver les bons élèves, il faut regarder du côté de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Suède ou encore du Danemark. À partir du 1er janvier 2025, ce sont donc de nouvelles règles qui devraient s'appliquer. Enfin, sont-elles si nouvelles que cela ? Si un pays est en infraction, il pourra avoir au total jusqu'à 7 ans pour rentrer dans les clous, à condition d'engager des réformes ou d'investir. En revanche, les frugaux ont obtenu de nouveaux garde-fous et de nouvelles obligations qui rendent l'accord particulièrement complexe. Les nouvelles règles doivent encore passer devant le Parlement européen. Un nouveau round donc à prévoir dans cet éternel match entre les frugaux et les plus endettés, le tout à quelques semaines des élections européennes. Voilà, merci Thibault. Alors Emmanuel Morel, en tout cas les deux totems ont été préservés. 3% de déficit, 60% d'endettement. C'est ça, c'est totem et tabou. Ouais. Le tabou par rapport à l'investissement. Moi, ce qui m'énerve quand on présente ça, les frugaux, les dépensiers, d'abord tout ça c'est caricatural, parce que ça dépend de ce qu'on dépense. Si on investit dans l'avenir, la transition écologique, en plus c'est contradictoire parce que vous avez d'un côté une partie de la commission qui dit faut mettre à fond la caisse sur les semi-conducteurs, la relocalisation de la production, la transition écolo, et de l'autre on se dit mais même si c'est pluriannuel, il va falloir revenir aux 60%. Il y a une contradiction. Mais surtout ce qui m'énerve d'un point de vue économique, prenons la France par exemple. Il y a une contradiction parce que la situation est complexe. Ça, c'est pas parce que la situation est complexe qu'il ne faut pas faire des choix un peu Vous avez des ambitieux. réponses simples. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui prend en compte la complexité et la nuance. Mais à un moment, j'ai des convictions. J'ai pas dit simpliste. J'ai dit simple. Les mots ont leur importance. Moi, je suis instruit par l'expérience. On se souvient des politiques d'austérité, par exemple, dans les années 2010-2013. C'est le début du décrochement de l'Europe, notamment par rapport aux États-Unis. Mais je reprends sur la France. On nous dit oh là là, 100% de dette. Vous savez combien de temps il faut quand 110%. Ouais. Alors déjà, le calcul est faux parce que vous avez 25% de la dette qui est détenue par la Banque centrale. Donc c'est déjà le premier problème déjà. En fait, c'est 85%. Deuxième chose, est-ce que vous savez combien de temps il faut pour le Trésor public quand il place des emprunts obligataires sur les marchés de la dette française ? Quelques heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre dette, elle est soutenable. Les gens, ils nous font confiance. Donc, tout ça, c'est bullshit. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Sans transition, vous parlez de bullshit, Jean ? Oui, on va parler d'un gros bullshit qui est ces fameux frugaux. Moi, j'appelle ça les radins. Et surtout, j'appelle ça des gens qui ont été incapables de prévoir leur avenir. Prenons l'Allemagne, nos chers Allemands qui nous ont réimposé le pacte de stabilité et qui effectivement tiennent leurs 3% et leurs 60%. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à tenir leurs engagements ? C'est simple. Ils n'ont pas de défense. S'ils avaient dû investir dans la défense, ils auraient dépensé depuis 2000 400 milliards d'euros de plus pour juste se maintenir au niveau français. 400 milliards. Ils ne font pas d'enfants, donc pas de dépenses d'éducation, etc. Les travaux. Ils ont des vieux. Et parlons des travaux. Ils ont des vieux. Oui, mais regardez un peu le régime de retraite des vieux. C'est pas le régime français qui est qui est le plus généreux d'Europe. Et enfin, regardons simplement l'état des infrastructures. C'est facile d'économiser quand on laisse les ponts s'effondrer, les routes s'effondrer, les aéroports, au lieu de les faire en 5 ans, on les fait en 50 ans, etc. C'est ça la que les réalité règles européennes, donc les Allemands poussent pour qu'elles soient le plus dur possible, oui. Mais leurs propres règles à eux sont dans la loi et sont encore plus dures que les règles européennes. Mais c'est pour montrer la stupidité allemande au carré. C'est-à-dire que non seulement ils ont des règles stupides, mais moi c'est leur problème, je m'en fiche complètement. Si l'Allemagne veut sombrer dans un grand trou d'investissement, c'est son problème. Le problème c'est qu'elle nous les impose. Et là, il y a un véritable souci. On se les laisse imposer. Parce que franchement, la France pourrait avoir une position un peu plus offensive. Jade, entre la France et l'Allemagne, justement. Donc il y a eu quand même un débat, une bataille entre la France et l'Allemagne sur cette question des règles budgétaires. Qui a gagné ? Si j'écoute ces messieurs, j'ai l'impression que c'est l'Allemagne. Non, pas forcément. Moi, quand il y a eu cet accord,
quand il y a eu cet accord, j'ai discuté avec des économistes et des chefs du Trésor, qui travaillent au ministère de l'économie, qui eux s'en satisfaisaient parce que la logique que demandait la France, c'était la logique à la carte, c'est-à-dire que chaque pays pourra faire sa propre trajectoire d'ajustement des finances publiques. Et il y a beaucoup plus ce côté à la carte où chacun mène sa barque, alors qu'avant c'était des règles très strictes, les mêmes pour tout le monde, et ça n'avait pas de sens. Et pour revenir sur la discussion qu'on avait à l'instant, je pense qu'il faut rappeler pourquoi on est dans cette logique de dire on a beaucoup dépensé, il faut revenir à un mode plus normal. C'est un peu la logique de la cigale et la fourmi, c'est-à-dire que si quand ça va mieux, quand on sort d'une crise et que l'époque est plus normale, on ne met pas des réserves de côté pour les crises, alors quand on aura un vrai problème, une vraie crise économique, on n'aura rien de côté pour justement compenser les crises. Je finis sur ce point. Pendant la crise de la pandémie, qu'a fait l'Europe? Elle est allée sur les marchés et elle a pu emprunter 300 milliards d'euros, c'est énorme. Pourquoi elle a pu emprunter en commun? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui nous ont prêté de l'argent. Pourquoi les gens nous prêtent? Parce qu'on est crédible, parce que on mène économiquement notre barque en Europe en disant quand ça va mieux, on va un peu remettre des règles dans tout ça. Et donc c'est utile quand ça va mieux, de revenir à des règles un peu plus normales, parce que quand ça ira mal, on sera crédible pour dire maintenant donnez-nous de l'argent. Ce dont on parle, c'est de l'argent public. Et ça, c'est ce que disent les Allemands. Christian Lindner, le ministre des Finances allemand, a priori quand même très orthodoxe, lui, il dit l'Europe ne souffre pas d'un manque d'investissement public, mais d'investissement privé. Oui. Donc, est-ce que le rôle finalement de l'Europe et des différents gouvernements, c'est pas de créer les conditions pour que, comme aux États-Unis ou autres, ce soit les entreprises, ce soit les investisseurs qui parient. Mais vous avez vu comment ils font aux États-Unis. Le plan Biden, Inflation Reduction Act, c'est un soutien aux entreprises privées, mais avec des aides d'État, avec des mesures protectionnistes, avec un soutien de crédit d'impôt. Exact. Alors, on peut faire tout ça, mais on le fait pas. Et puis là où j'ai un vrai désaccord avec Madame Grandin de l'Éprevier, c'est que moi, je suis pas contre, quand on est dans une phase de croissance, de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est vertueux, je suis d'accord. Mais on est au contraire dans une phase, 1, de récession pour beaucoup de pays de la zone euro, 2, de crise majeure. Crise sociale, il faut voir l'appauvrissement quand même, c'est une réalité. Crise écologique, il faut investir à fond la caisse, parce qu'il y a la concurrence. Je vais vous prendre un exemple. Si vous investissez pas aujourd'hui dans les panneaux solaires, si vous mettez pas des mesures un peu protectionnistes, c'est simple. Dans 2 ans, il n'y a plus d'industrie du tout européenne du photovoltaïque, c'est que des Chinois. Idem pour la voiture électrique. On vote des textes ici, on dit qu'il faut la voiture électrique à fond la caisse pour 2035. Mais s'il n'y a pas du soutien public massif et des mesures de protection de l'industrie automobile européenne, mais demain, ça sera que des voitures chinoises. Mais il y a du soutien public massif maintenant. Mais non, aujourd'hui, c'est très faible. La Commission européenne autorise les aides d'État. Les aides d'État, 50% c'est pour les Allemands, parce que eux, ils sont vertueux, mais quand ça les arrange. 20% pour la France, mais il en faut beaucoup plus, d'autant plus que dans les commissaires, vous avez un débat. Il y a ceux qui disent les aides d'État, ok, faut continuer, et d'autres qui disent faut revenir à la normale. C'est un vrai débat. Une petite précision sur les Allemands, de dire qu'ils sont des grands donneurs de leçons. Même chose, il y a un excédent de capitaux en Allemagne. La balance des paiements allemands est excédentaire. Donc, effectivement, par exemple, la Californie est excédentaire. Elle investit où son argent? Les entreprises investissent où? Aux États-Unis. Normal. Où est-ce que les Allemands investissent leur excédent de capitaux? En Italie? En France, en Espagne, au Portugal? Non, ils investissent aux États-Unis et en Chine. Donc moi, Monsieur Lindner, je l'entends bien, mais il faudrait peut-être qu'il s'adresse à ses propres entreprises, à ses propres banques en disant, mais dites donc, vous allez arrêter d'investir aux États-Unis et en Chine et vous allez investir en Europe, parce que c'est notre avenir qui en dépend. Donc Jean, voilà des éléments de langage que vous pouvez suggérer à Bruno Le Maire quand ils discutent tous les deux. Ça ne doit pas toujours être facile. On va écouter maintenant un grec. C'est un membre de Syriza, c'est le parti très à gauche d'Alexis Tsipras, ex-premier ministre grec, qui a dû gérer la terrible crise financière à partir de 2008. Et autant dire que ce sont des règles, les règles budgétaires dont les Grecs se souviennent. Voici ce que pense Stelios Kouloglou du retour des règles budgétaires. Ça veut dire que l'austérité revient encore une fois. C'est pas si grave peut-être comme c'était le cas pendant la grande crise économique, mais quand même, je pense que c'est pas la recette
ni pour l'économie européenne, ni pour la politique européenne. Parce que la politique européenne et la montée de l'extrême droite est justement liée avec les mesures d'austérité d'avant. C'est intéressant ce que dit Stelios Kouloglou, ce député de gauche grec. En gros, ce qui se passe là, ancien journaliste, je ne sais pas si c'est bien à mettre à son actif. Il faisait des documentaires aussi. Il faisait des documentaires aussi. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le retour des règles budgétaires, c'est du carburant pour l'extrême droite ? C'est évident. Et d'ailleurs, alors je cherche la phrase de Bossuet, on n'en est plus dans Molière, qui disait « Dieu se rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » C'est exactement ça. C'est-à-dire, on fait une politique d'austérité, l'extrême droite monte et on dit « Oh là là, l'extrême droite monte, il faut faire quelque chose. » À un moment, il faut se poser des questions. Pourquoi on en arrive à de tels scores pour les partis populistes, les partis d'extrême droite, les partis racistes ? Précisément parce qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment que l'Europe ne répond ni à leurs aspirations, ni à leurs craintes. Et rentrer à nouveau dans une logique d'austérité ou de rigueur, c'est précisément donner du carburant à fond la caisse à un courant politique qui n'en a pas besoin compte tenu du contexte aujourd'hui. Alors, avec les élections européennes de juin, ce sont les grands postes bruxellois qui se jouent. Et après 5 années avec l'Allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, qui pour reprendre le flambeau, qui pour diriger l'exécutif européen ? Alors attention, spoiler, la réponse est peut-être dans la question. Voici l'édito de Jean Quatremer. Va-t-on avoir droit à la saison 2 des aventures d'Ursula von der Leyen ? À 65 ans, la présidente sortante de la Commission européenne en rêve. L'ancienne ministre de la Défense d'Angela Merkel a déclaré lundi à Berlin qu'elle souhaitait être renommée afin de poursuivre ses aventures jusqu'en 2029. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle suscite l'enthousiasme. Personne n'est ainsi capable de dire, après 5 ans de pouvoir, quelles sont les ambitions de von der Leyen pour l'Europe, alors même qu'elle va s'élargir à 36 États. Le fait qu'elle évite soigneusement les médias et les citoyens, se contentant de poster sur les réseaux de courtes vidéos sur les sujets du moment, explique que personne n'ait pu lui poser la question. Surtout, elle n'a jamais été à l'origine du mouvement, préférant se comporter en secrétaire général du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. C'est un choix qui plaît aux États, mais ce n'est pas son rôle. Ainsi, elle est restée l'arme au pied lorsqu'en 2020, les États, cédant à la panique, ont rétabli les frontières intérieures, menaçant de faire exploser le marché unique jusqu'à ce que Paris tape du poing sur la table. De même, elle ne voulait pas entendre parler d'emprunt européen post-Covid, de réforme du marché de l'énergie ou encore de sanctuarisation du nucléaire, des dossiers elle aurait pu prendre le leadership. Elle a attendu que les 27 prennent les décisions pour les mettre en œuvre. Elle a aussi beaucoup agacé, notamment à Paris, où on lui reproche son atlantisme frénétique qui l'a conduit à faire trop de concessions à Washington, ou ses sorties hasardeuses sur la scène internationale. Pour couronner le tout, Ursula von der Leyen a un fonctionnement à la limite de la paranoïa. Elle décide de tout en ne s'appuyant que sur une petite équipe entièrement germanique, et elle a réussi à se fâcher avec tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. En dépit de ses défauts, il fait peu de doute que les 27 la renommeront au lendemain des élections de juin, aucun gouvernement n'ayant sous la main un candidat crédible susceptible de réunir une majorité qualifiée. Autrement dit, ce sera le plus petit dénominateur commun qui l'emportera, d'autant qu'il est déjà en place. Vielen Dank, Herr Quatremer. Jade, sitzen Sie bitte. Je me perds, là, attention, je vais trop loin. Jade, Ursula von der Leyen, a priori, tout le monde ne la déteste pas quand même, et elle a quand même un bilan. Dans la gestion de crise notamment. Oui, je trouve que Jean Quatremer va un peu loin, et d'ailleurs c'est le seul avec Viktor Orban à critiquer publiquement Ursula von der Leyen, puisque parmi les chefs d'État européens, en fait, sauf le Premier ministre hongrois, personne ne critique publiquement Ursula von der Leyen, et ces dernières années, elle a su se rendre régulièrement dans les capitales européennes, rencontrer Olaf Scholz et Emmanuel Macron, dont le soutien sera capital pour sa réélection. Elle a su montrer qu'elle distribuait les chèques du plan de relance européen, qu'elle obtenait des réformes de la Hongrie sur l'état de droit.
Et même si on peut lui reprocher, beaucoup lui reprochent son manque de vision politique à long terme, il faut reconnaître qu'elle a pu gérer les crises. C'est-à-dire qu'elle a dû affronter 3 crises. Juste après le début de son mandat, c'était la pandémie, ensuite la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Et on voit que l'Europe est sortie renforcée de ces crises. Donc c'est difficile quand même de ne pas mettre à son actif cette capacité de gestion de crise. Et on peut penser que ça sera encore utile dans les années à venir, puisque chaque année, il y a des nouvelles crises qui arrivent. Emmanuel Morel sur Ursula von der Leyen. D'abord, faut être honnête, sa réponse aux crises, c'est pas Madame von der Leyen, c'est le Conseil, c'est les chefs d'État et de gouvernement. D'ailleurs, elle n'est jamais à l'initiative et souvent même, elle est contre. Par exemple, l'emprunt européen commun, elle était contre. C'est les chefs d'État qui lui ont imposé. Elle manque singulièrement de vision, vous avez raison. D'ailleurs, elle dit l'Europe à 36, mais on ne sait pas comment ça va faire, on ne sait pas pourquoi faire. Bon, au-delà de ça, moi, ce que je lui reproche, en effet, son atlantisme échevelé. C'est-à-dire que vraiment, en ce moment, d'ailleurs, personne n'en parle. Il y a une sorte de sommet informel, le Trade and Technology Council, avec les États-Unis. On parle de quoi? Protection des données, économie numérique, transfert de technologie. Il n'y a pas de mandat du Parlement, et elle fait ça tranquillement, parce qu'elle est incroyablement alignée sur Washington. Manque de transparence aussi, parce qu'il n'y a pas que sa façon de fonctionner, son opacité, dont tous les commissaires parlent en privé. Mais enfin, quand même, quand il s'agit de rendre des comptes, elle est jamais là. Et puis, il y a un truc, moi, je lui pardonne pas. Je suis pas d'accord, on l'a eu dans l'émission, il y a 4 ans. C'est pas parce qu'elle est venue dans votre émission. C'est pas parce qu'elle est venue dans votre émission qu'elle est transparente, notamment par rapport aux parlementaires. J'enfonçais le clou pour vous. Et il y a un truc que je lui pardonne pas, moi, c'est sa position sur l'Azerbaïdjan. À un moment où on a un conflit dur avec les Arméniens, un gouvernement qui est hyper belliqueux, elle va en grande pompe signer un accord gazier avec un pays que, par ailleurs, que les États membres condamnaient. Bon, voilà, franchement, plus petit dénominateur commun peut-être. Là où, à mon avis, vous êtes très optimiste, c'est qu'il y a quand même un vote, pour la présidence de la Commission. La dernière fois, je crois qu'elle avait 9 voix. 9 voix. Un vote du Parlement. Que ça sera encore moins facile pour elle. Un vote du Parlement européen. Parce que les chefs d'État sont pas enthousiastes, mais alors les parlementaires, encore moins. Alors, autre point dans l'actualité, c'est toujours la guerre en Ukraine. Elle a été déclenchée il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Emmanuel Morel, écoutez ce qu'a à dire Bernard Guetta, le député européen Renew, ici à la tribune du Parlement. Et vous nous dites après si vous pouvez être d'accord avec quelqu'un, membre du parti d'Emmanuel Macron. Ça m'arrive. Eh bien, il revient à nos 27 dirigeants, il le faut, de dire à nos nations que nous sommes en guerre, non pas à la veille de marcher sur Moscou, mais en guerre pour la liberté de nos peuples et la stabilité de notre continent, et que cette guerre exige de lourds sacrifices, une défense commune et une volonté de vaincre que nous ne parviendrons pas à mobiliser sans que nos électeurs ne sachent qui est avec qui. Alors, vos électeurs, ils savent. Vous êtes avec qui? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, franchement? Moi, cette rhétorique un peu churchillienne, parfois, ça me gêne, parce que d'un point de vue juridique, concret, nous ne sommes pas en guerre. La France n'est pas en guerre avec la Russie. Elle est vigilante, elle voit bien qu'il y a des menaces, elle aide les Ukrainiens d'un point de vue financier, d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue militaire. Il y a eu un accord de sécurité signé à Paris il y a quelques jours, mais je me méfie quand même de ces envolées. Je connais Bernard Guetta, il adore ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'aime. Mais enfin, faut faire gaffe quand même. Là, on est sur un terrain très mouvant, très dangereux. Chaque mot compte, et je crois que le mieux, c'est à la fois la rationalité, la modération dans son expression, mais la détermination. D'abord, à ce qu'on aide l'Ukraine, 2, à ce que l'Europe se pose les bonnes questions, parce que la bonne question, c'est quoi? On voit ce que raconte Trump sur l'OTAN. La bonne question, c'est est-ce qu'on va continuer encore longtemps à dépendre d'un point de vue militaire et stratégique des États-Unis? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire vivre cette autonomie stratégique au niveau européen qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps? On est vraiment au milieu du gué. Et c'est ces questions-là très importantes qu'il faut qu'on pose, et qu'on pose aussi aux citoyens. Parce que moi, il y a quelque chose qui me sidère quand même, notamment en France, où vraiment la tradition parlementaire se perd de plus en plus, c'est qu'on a cet accord de sécurité. Ça serait bien que le Parlement en débatte. Ça serait bien qu'il y ait des vrais débats sérieux, importants, devant les citoyens, par rapport à des questions. La guerre et la paix, c'est quand même les sujets les plus sérieux qui soient. Jade.
Lorsqu'il y a eu des résolutions votées au Parlement européen pour condamner l'agression russe, pour appeler à des mesures fortes contre la Russie, certains membres de la gauche ne les ont pas votées. Et c'est vrai que parfois certains reprochent aux partis les plus à gauche d'être pro-russes parce que historiquement ils sont anti-militaristes, anti-OTAN. Et donc leurs positions ont parfois été assimilées à des positions pro-russes et pas assez en défense de l'Ukraine. Donc c'est assez intéressant de voir qu'au final, le reproche des pro-russes n'est pas que formé à l'extrême droite, il est aussi formé à l'extrême gauche. Mais pro-russe de quoi ? Moi, je suis interdit de territoire russe. Parce que j'ai voté la résolution de soutien à l'Ukraine. Donc, faut arrêter avec ça. Et pas les filles. Non, mais les filles. Moi, franchement, et dans la nuance apportée par Jade, enfin, entre pro-OTAN et anti-OTAN et anti-militariste, vous êtes anti-OTAN mais pro-militariste ? j'ai toujours été partisan qu'on ait une défense digne de ce nom. Je rappelle que la France, bien qu'elle n'est pas en guerre, et il n'y a pas de question d'économie de guerre, son budget de la défense en 89. C'était François Mitterrand, 3,5% du PIB. Aujourd'hui, on est à 1,9%. Bah ça, c'est des questions sérieuses qu'on doit mettre dans le débat public. Et moi, j'ai pas peur. Mais si le débat, c'est pro-russe, pro-OTAN, pro-Poutine, alors là, franchement, c'est pas sérieux. Merci Emmanuel Morel, Merci à vous. Candidat aux européennes. Le 9 juin, vous êtes 3e sur la liste. La liste de Desfontaines, ouais. Voilà. Merci d'avoir été notre invité. Merci Jacques Merci Grandin de l'Éprevier de l'Opinion et Jean Quatremer de Libération. Cette émission a été préparée par Paul Germain, produite par Alexandre Rougier, réalisée par Pascal Simard avec tout son orchestre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe.